Você está assistindo em Ponto Doc Especial de domingo, século XX. A partir de arquivos da Cinemateca Gaumont, os 5 primeiros episódios das imagens que marcaram a história do mundo. 1914. L'Europe domine le monde. Elle représente le quart de la planète et elle est certaine d'être le phare de l'humanité. Nulle part on espère vivre aussi vieux ni faire d'aussi beaux enfants. La puissance industrielle de l'Europe est à son zénith. Ses bateaux sillonnent les mers du monde et proclament le génie du vieux continent. L'Europe contrôle ainsi les 3/4 du commerce international. Ses ports sont très actifs. Sa production s'exporte jusque dans les régions les plus reculées du monde. Les marchandises les meilleures lui parviennent de ses colonies. Nulle morosité sur l'escalier des grandes bourses européennes. Tout ce que touche la main de l'entrepreneur européen se transforme en or. Et que ce soit à Paris, Vienne ou Berlin, tout proclame cette évidence. L'Europe, partout, est la première. Pourquoi faut-il donc qu'un jour de juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, héritier de la couronne des Habsbourg, aille à Sarajevo? Dans quelques minutes, il va être abattu à bout portant par un lycéen serbe. C'est le premier coup de feu de la Première Guerre mondiale qui va éclater un mois plus tard. Un journal écrira « L'assassinat du prince héritier austro-hongrois tombe comme un coup de foudre sur l'Europe ». Pour la première fois, sans doute, cette guerre sera totale. Nul n'y échappe, pas même les enfants. Leur guignol s'est militarisé. Guillaume II et le maréchal Joffre s'affrontent sous les encouragements des gamins. Dans un Montmartre déserté, Francisque Poulbeau dessine à perte de vue des scènes édifiantes où les gosses de la butte jouent à la guerre la plus sanglante comme ils jouaient hier aux gendarmes et aux voleurs. Oui, les enfants sont en guerre, eux aussi, tout comme leurs jouets. Superbes tanks mécaniques écraseurs d'Allemands. Bombe surprise, où l'attrapé est l'empereur d'Allemagne. Les femmes aussi sont en guerre. On pourrait dire surtout les femmes. Elles remplacent les hommes qui sont au front. Rien désormais ne leur est interdit. Et d'abord l'usine, où elles participent activement au combat en fabriquant les armes. En quelques semaines, l'usine est devenue leur nouveau domaine. Les femmes sont à la caserne. Les femmes sont à l'atelier. Elles sont aux commandes des tramways. Et l'on voit aussi aux États-Unis les femmes travailler avec les cheminots et prendre les commandes de locomotives.
Mais l'Europe n'en est pas encore là. Aux femmes reviennent les travaux subalternes des postiers mobilisés. Aux femmes, les travaux des jardins. Aux femmes, les travaux des champs. C'est elles, désormais, qui font vivre le pays. Plus que jamais, le symbole de la victoire est la femme. Elle est le symbole de cette Alsace, là-bas, qu'il faut reconquérir. Elle est aussi bien l'héroïque religieuse à la poitrine bardée de décorations que la valeureuse infirmière qui apaise la douleur du blessé. Elle est le courage et la vaillance. Cependant, les femmes ne sont pas seules au panthéon de l'imagerie populaire. Cette guerre impose de grandes figures mythologiques, celles des chefs qui vont la mener. Clémenceau, le père de la victoire. Foch. Joffre. Le roi des Belges, Albert Ier, dit le roi chevalier. L'anglais Lloyd George. Et du côté allemand, ce Kaiser à l'uniforme impressionnant que l'on surnomme chez les Alliés l'ogre de Berlin. Des millions d'Allemands mettent fin à l'insouciance d'une belle époque qui a régné à Berlin comme à Paris. Tombe sur l'Alexanderplatz comme un éternel hiver. On voit à Berlin, comme à Paris ou à Londres, ces cortèges de femmes faisant la queue pour du ravitaillement ou de l'embauche. Car comme en France, on a besoin des femmes dans ces usines qui sortent par milliers, ces avions entoilés à la chaîne qui doivent assurer à l'Allemagne la maîtrise des airs. Ici aussi, pourtant, la vie continue. On voit aux courses de Charlottenburg autant de monde qu'en temps de paix. Et comme à la Chambre des députés de Paris, les députés socialistes arrivent au Reichstag pour y voter les crédits nécessaires pour financer la guerre. Car tout est mobilisé pour le front. Le front. Pour ceux qui restent, ce n'est qu'un mot seulement, un mystère. Les communiqués de l'état-major disent le plus souvent qu'il est calme. Il faut rassurer l'arrière. Des films de propagande s'y efforcent. On montre des troupiers bon enfant qui semblent n'attendre que la tournée du Wagmestre. On montre la cérémonie d'ouverture du Cherkeli qui a été confectionnée avec soin dans de paisibles demeures. Les marraines de guerre sont devenues les nouvelles figures de l'âme populaire. Du simple troupier au poète Guillaume Apollinaire, chaque combattant a sa marraine. Elle est le rêve et la raison de vivre de ceux qui pataugent dans la boue des tranchées. Et pour elle, les poilus du front sont aussi ce rêve encore possible d'un amour romantique, une sorte de retour à un Moyen-Âge des sentiments. Et puis un jour, il y a la permission, la perme. Revenus d'un autre monde, les soldats découvrent cette terrière dont ils avaient tant rêvé. Ils découvrent le visage presque incroyable de villes dont rien ne semble avoir modifié l'appétit de jouissance, la tranquille sérénité et la conviction que tout cela n'est qu'un mauvais moment à passer. Ils découvrent aussi un monde en mutation, un petit monde où l'élégance n'a pas perdu ses droits, et où il est bon d'aller faire ses courses dans un de ces nouveaux tailleurs de Mademoiselle Chanel. La ville s'amuse, elle patine avec frivolité. Elle continue à inaugurer des expositions de roses, même si celles-ci sont baptisées du nom des grands généraux.
Dans les roseraies où le son du canon se rapproche, Madame Jeanne Lanvin se promène en compagnie de sa dame de compagnie et de sa fille pour nous faire admirer ces nouveaux modèles. D'autres roseraies pour la collection Paquin qui a fière allure avec cette nouvelle rigueur commandée par les événements. Oui, la mode, elle aussi, participe à l'effort de guerre. Les chapeaux eux-mêmes ne sont plus ces amoncellements de fleurs et de fruits qu'ils étaient naguère. D'ailleurs, un dessin animé nous le montre, ceux du front ne toléreraient aucun excès de fantaisie. En ces temps de guerre, le canotier s'impose. Toutes les femmes l'arboreront désormais. Ainsi, cette élégante qui présente ces autres héros de guerre que sont devenus les chiens. Car on a enrôlé jusqu'aux chiens. Ils sont les précieux auxiliaires de la Croix-Rouge pour le meilleur et pour le pire. Ils sauteront sur les mines avant les hommes. Le public apprend à connaître leurs exploits et leurs noms. On les exhibe partant sur le front comme si cela devait rassurer les familles. Il y a même des chiens planqués. Ceux-là portent la soupe aux employés du ministère de la Guerre. Car le ravitaillement est la préoccupation majeure du temps. On voit s'allonger les files de femmes. La viande commence à manquer, on l'importe, déjà congelée, d'Amérique. Au Canada, des cargos sont chargés de farine pour l'Angleterre. Partout, la nourriture est devenue préoccupation première. Dans les rues, dans les roulantes de l'armée, dans les distributions gratuites comme ici à Rome. Ou là, à Londres. À Paris, durant le terrible hiver de 1916, la municipalité fait distribuer du charbon, car cette guerre que l'on croyait n'être que de courte durée se prolonge. Il faut s'adapter et s'organiser. Les Boy Scouts se doivent de donner l'exemple. Ils s'en vont par un matin glacial bêcher des terrains vierges en banlieue pour de futures récoltes. Pas un pouce de terrain ne doit rester vierge. On plante des pommes de terre, des rutabagas ou des haricots. L'église et l'armée viennent inspecter les jardins cultivés par les zouaves eux-mêmes. Tout, absolument tout, doit se plier aux exigences du ravitaillement et jusqu'au prestigieux parc de Versailles transformé en potager. Le sucre manque. On instaure la carte de ravitaillement. La propagande, qui se veut amusante, recommande d'en consommer le minimum. Quant au chauffage, tous les moyens sont bons pour l'assurer. Boulettes de papier trempé et séché, compression de poussier. Des inventeurs lancent le poêle à sueur. Le soufflet à pétrole. La chaufferette à braise. Ou bien la poêle double chauffée au papier journal. L'importateur de la fameuse marmite norvégienne peut triompher. Grâce à lui et à cette précieuse trouvaille venue du Nord, l'économie d'énergie atteint des records que souligne ce dessin animé.
Cependant que l'imagerie populaire s'imprègne elle aussi du temps, Picasso est déjà à l'avant-garde. Il peint les décors de parade d'Éric Satie et Jean Cocteau, alors que les ballets russes reprennent Carnaval, où avait triomphé Nijinsky, avec cette fois deux nouveaux danseurs, Stanislas Idzikovski et Lydia Loupakova. Comme le symbole d'une belle époque qui ne reviendra jamais plus, le Moulin Rouge brûle en février 1915. Il ne reste rien de ce lieu de plaisir qui fit rêver le monde entier. Mais les music halls n'en continuent pas moins de proposer de nouvelles revues. Les permissionnaires, en rang, casque sur la tête, vont les voir avant de reprendre le train pour le front. Ils repartent, pleurés par leur marraine. C'est l'une de ces douloureuses comédies de guerre, réalisées pour le cinéma. Car le jeune cinématographe se veut l'écho de la Grande Croisade. En a-t-il montré des départs pathétiques d'épouses et de pères? De douces fiancées devenues folles en berçant des poupées en uniforme. D'orphelines embrassant le portrait du cher disparu. Ou de mères héroïques chantant sous la menace de l'envahisseur. En a-t-il montré des officiers allemands amateurs d'argenterie, séducteurs d'Alsaciennes farouches, ou d'humbles paysannes perdues au cœur de la bataille et sauvant au péril de leur vie l'emblème de la patrie? En 1916, sort un film dont l'héroïne sauve au beau milieu des lignes le drapeau national, y emmaillote son bébé qui devient ainsi héros de guerre. La mode sera ensuite à ces films mystérieux et tragiques, parfois même fantastiques, où des héros vêtus de noir tentent de séduire des femmes pâmées sous l'effet du chloroforme. Le public applaudit à ce cinéma du rêve et de la démesure, tout comme il applaudira les premiers films de celui dont le nom est déjà sur toutes les lèvres, Charlot. Charlie Chaplin réalise en 1917 l'un de ses chefs-d'œuvre, Charlot Soldat. Admirable Chaplin qui ose mettre en image le contraire de la propagande officielle en montrant Charlot rêvant à son lointain Broadway. Un Broadway qui pourtant s'est mis aussi à battre au rythme de la guerre lointaine. On y projette, et la file des spectateurs montre qu'ils font recette, des films exaltant le sacrifice de la vieille Europe pour la liberté. Et là-bas, comme en Europe, le mythe de Charlot envahit les rues car il s'agit de lancer le dernier film de celui qui vient de signer avec la Mutuelle le contrat du siècle. 10 000 $ par semaine, un studio pour lui seul et la liberté totale de création. New York, saisi de gigantisme, résonne du bruit de ses encombrements.
Manhattan étouffe déjà et s'élève toujours plus haut. Au sommet de ces gratte-ciels, dans un restaurant élégant, se produit un danseur travesti. Image étonnante d'un pays non moins étonnant. Ici, la mode ignore les lignes dépouillées et les étoffes sombres des couturiers européens. Ici, la fantaisie continue à régner sur l'imagination des créateurs. À peine cette girl a-t-elle soufflé sa bougie que commence la féerie des illuminations. 1000 projecteurs s'allument, illuminant les monuments et les rues. On exhibe le projecteur le plus puissant du monde. On hisse une statue de la déesse électricité en haut d'un building. Tout s'électrise. Les brosses à dents, les balais, les cuisinières. Dans le même temps, les vieux conditionnements sont abandonnés. Plus de verre, cassant et mal pratique. Les bouteilles de lait seront désormais en papier. Il faut aller vite. La poste s'automatise. Les postiers portent le courrier sur l'ancêtre du scooter. Plus vite encore, cette automobile, une véritable bombe roulante, la plus rapide du monde. Elle s'appelle l'œuf diabolique, 300 km/h. À Détroit, les usines Ford continuent de fabriquer ces fameuses voitures de série, destinées à chaque Américain. Ford déjà lance un modèle tout-terrain. Ou cet autre, transformable pour le pique-nique. Car un esprit nouveau se développe en avance d'un demi-siècle pour la protection de la nature et l'établissement de parcs nationaux. L'écrivain Jack London participe de cet état d'esprit généreux. Mais déjà, l'effort de guerre se dessine. Ce matériel agricole annonce les chars que l'armée expérimente. Malgré des réticences, les États-Unis se préparent à la guerre. Pas un dimanche sans une manifestation de soutien aux démocraties en lutte, là-bas, de l'autre côté de l'océan. On fait défiler le drapeau sur la 5e avenue où on le brode au petit point. Durant ces années, l'immigration bat tous les records, saluée avec enthousiasme par le jeune maire de New York. « 1917, défilé de maillots de bain sur le bord de la mer, défilé de chapeaux. Pendant ce temps-là, les côtes sont équipées de canons. Les gardes-côtes sont en alerte et ce bateau sans quille est conçu pour échapper au sort du Lusitania, le paquebot anglais, torpillé par un sous-marin allemand en mai 1915. Sa maquette défile devant la foule londonienne qui manifeste sa colère. L'Allemagne a décrété en février 1917 une guerre totale sur la mer et sous la mer. Ces puissantes unités font peur. On arraisonne tous les bateaux, même les paquebots. On montre à la population les sous-marins capturés jusque dans les eaux de la Tamise. Un dessin animé intitulé « Le cauchemar de Wilson » montre la réponse du président.
En 1917, le professeur Fred Kolster invente le sonar qui permet de détecter les sous-marins. Alors, les plages paisibles de la côte Est commencent à changer de style. Les nageuses deviennent des sauveteuses et s'exercent à la respiration artificielle. Tandis que se déroule une rétrospective de la mode balnéaire. L'heure est à la mobilisation. Des cortèges de jeunes étudiantes défilent derrière le drapeau national avant de s'engager comme infirmières sous le drapeau de la Croix-Rouge. L'une d'entre elles, Edith Cavell, faite prisonnière par les Allemands et fusillée en 1915, a déjà son monument, comme Foch et Joffre. Des artistes en uniforme sont les représentants d'un art officiel qui, dans chaque village, aura son monument aux morts. Le grand Rodin meurt à Meudon en novembre 1917. Ses funérailles ont lieu devant sa maison. On l'enterre provisoirement sous son œuvre la plus célèbre, le Penseur. Montmartre est passé de mode et les touristes l'ont abandonné. L'âne Lolo, célèbre autrefois pour avoir peint un tableau avec sa queue, se repose. En Italie, le cinéma se fait l'écho du mouvement futuriste. En 1915, dans le film Thaïs, apparaissent pour la première fois à l'écran les formes ondulantes ou anguleuses des adeptes de Marinetti. Picasso et Braque ont depuis 1910 lancé le cubisme. Et au début de la guerre, Picasso a peint une toile intitulée « Vive la France ». Il se montre prophétique en inscrivant sur une de ses compositions « Notre avenir est dans l'air ». Au moment où l'aviation entre dans une phase capitale, on continue de rêver à une aviation civile faite pour le transport du plus grand nombre. Comme cet aérobus, dont l'inventeur s'appelle Paul Smith. Mais la guerre change tout cela. La légèreté, la maniabilité sont à l'ordre du jour. Un pilote, une mitrailleuse qui peut tirer entre les pales de l'hélice. Une nouvelle race de chevaliers naît, celle d'audacieux chasseurs, pour qui la guerre est un grand jeu. Le cinéma est présent, là encore. Il permet d'espionner les lignes ennemies ou de filmer les combats. Les escadrilles de chaque côté du front se préparent et décollent. Chaque jour, le récit d'un combat enthousiasme le lecteur de journaux. On cite avec vénération les noms de ces héros.
Et le premier d'entre eux, Georges Guynemer, héros absolu, disparu en 1917. René Fonck deviendra à son tour célèbre en abattant son vainqueur supposé, le baron Manfred von Richthofen. Novembre 1917, on expose l'avion de Guynemer, le vieux Charles, dans la cour des Invalides, à côté des appareils allemands abattus. D'autres trophées sont là, comme ces coupoles de tir, ou les redoutables zeppelins, monstres de toile gonflés qui répandent la terreur sur les villes françaises. On ne se lasse pas de contempler ces cabines d'aéronefs. On y installe même un bureau pour le nouvel emprunt de guerre. La première attaque de Zeppelin sur Paris en mars 1915 cause une énorme surprise. Mais à cette surprise succède la peur lorsque les canons à longue portée entrent en jeu et menacent l'arrière du front. La fameuse grosse Bertha commence à devenir légendaire en terrorisant toute la population. Pour prévenir les dégâts causés par ces nouveaux armements, il faut réagir, renforcer la défense passive. On habille les monuments de structures de bois et de sacs de sable. On étend sur les vitres des magasins des bandes de papier collant, destinées à empêcher la chute de grands morceaux de verre. Cela devient même une compétition artistique. Plus grave est le sort des enfants. Les dispensaires sont animés par les dames de la bonne société. Dès l'alerte de l'attaque aérienne, on réveille les enfants. On les enveloppe de couverture et on les descend dans les abris. Avec stupéfaction et horreur, ceux de l'arrière découvrent que la guerre n'est pas seulement une affaire réservée aux militaires. En janvier 1916, les Zeppelins tuent 26 civils au cours d'une attaque. Leurs cercueils sont suivis par une foule immense et indignée, jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. On dénonce la barbarie allemande. On montre des enfants amputés. Et l'on décide enfin d'évacuer les enfants qui seront emmenés en train, loin du danger. Les personnes âgées, déjà, sont sur la Côte d'Azur, dans des palaces réquisitionnés par le gouvernement. C'est grâce à la charité que l'on peut financer ces œuvres. La haute société se consacre à l'organisation d'innombrables galas de charité et de fêtes patriotiques auxquelles participent de grandes divas. Le drapeau est l'indispensable accessoire de toutes ces manifestations. La célèbre Musidora chante la Marseillaise pour un public d'infirmières et de convalescents.
On décide de transporter ces spectacles au front, grâce à des petits théâtres démontables. Devant les soldats ravis, les artistes viennent chanter et glorifier la mitrailleuse ou la baïonnette. Parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue, jour du 14 juillet... La grande star du music-hall, Félix Mayol, qui avait chanté déjà les avantages de l'emprunt de guerre, amuse maintenant les soldats d'outre-mer avec son célèbre « Boudou Badabou ». Il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau cas que toute la Nouba. Son régiment défilait au son joyeux des flageolets. Le Totombouctou admirait surtout celui de Boudou Badabou. Car les colonies participent largement à l'effort de guerre, en fournissant des centaines de milliers d'hommes. Les Kabyles sont affectés aux travaux des usines à gaz. Des Nord-Africains travaillent à la récolte des céréales. Des couscous d'honneur sont organisés lors des fêtes islamiques. On a fait venir aussi des Indo-Chinois. Ils n'ont pas supporté le froid de la zone des combats. On les a affectés au montage des avions. Enfin, ces Noirs d'Afrique qui font peur aux Allemands, d'autant que leur méconnaissance des explosifs leur fait plus encore mépriser le danger, indépendamment de leur courage, qui sera d'ailleurs récompensé par des décorations. Arrive enfin 1917, date de l'entrée en guerre des États-Unis. Tout est prêt là-bas. Le président Wilson et Thomas Edison inspectent les armes. Tout est prévu. Même le casque qui peut devenir une pelle. Et les premiers masques à gaz. Les boys encore en civil défilent devant des foules enthousiastes et des femmes s'évanouissent d'émotion. Bientôt, ils seront revêtus de leur uniforme de Boy Scout qui deviendra célèbre. Juillet 1917, l'Orléans, chargé de vivres, arrive dans le port de Bordeaux. C'est l'avant-garde de toute une flotte qui a évité les sous-marins allemands et qui va bientôt débarquer le 2e bataillon du 16e régiment d'infanterie. À la tête de ses troupes, le général Pershing devient en un instant la figure la plus populaire de la guerre. On fleurit le capitaine Tucker qui a mené l'Orléans jusqu'à Bordeaux sans encombre. On admire ces marins qui semblent venir d'un autre monde après avoir traversé un océan meurtrier. Immédiatement, ceux que l'on nomme déjà les Semis prennent le train de Paris. Un journal écrit « Jeune, vigoureux, le visage ouvert, le regard droit », les fantassins américains frappent par leur air d'énergique simplicité.
Le 3 juillet 1917, le matériel ambulancier américain entre dans Paris, précédant les hommes. La réplique du premier drapeau de l'indépendance offert par Philadelphie est hissée sur le clocher de l'hôtel de ville. La place de la Concorde est noire de monde pour accueillir Pershing qui descend à l'hôtel Crillon. Chaque parole du général est recueillie avec dévotion. Et lorsque Pershing gagne Chaumont, où siégera le haut commandement américain, c'est une ville en fête qui lui délèguera ses enfants. Les Samis s'installent maintenant et s'organisent sur le sol français. On filme le premier cours de lancement de grenades donné par un poilu français. On filme les cuisines roulantes et leurs menus particulièrement copieux. On filme les cours de français. Et c'est alors que les Samis, toujours calmes et résolus, se dirigent vers le front. Encore quelques jours, et ils connaîtront leur premier blessé. Mais aussi le premier mariage franco-américain qui est célébré. Paris en ces jours de 1917 est une véritable tour de Babel. Anglais et Américains côtoient Belges, Serbes, Italiens et Russes. L'Angleterre, depuis 1914, est aux côtés de la France. Elle a montré depuis le début un patriotisme sans faille qui s'est manifesté non seulement sur le front, mais aussi à l'arrière par des spectacles en plein air. Des manifestations monstres ont lieu à Trafalgar Square qui appellent à l'emprunt de guerre. On voit le Premier ministre Lloyd George saluer avec reconnaissance les ouvrières des usines d'armement surnommées les munitionnettes. Et Winston Churchill, lord de l'amirauté, encourager les ouvriers des chantiers navals. Le roi enfin et la reine Marie n'hésitent pas à traverser la Manche pour venir saluer les Tommies, engagés les premiers dans le nord de la France. L'Italie, elle, n'est entrée en guerre qu'en mai 1915 avec l'appui de Gabriele D'Annunzio et la participation des légions menées par le petit-fils de Garibaldi, Peppino, lui aussi devenu une figure populaire. On a envoyé Henri Bergson, le philosophe, à Madrid pour entraîner l'Espagne dans le conflit. Mais Alphonse XIII tient à rester neutre, malgré les appels guerriers de Miguel de Unamuno, dans des arènes un moment débarrassées de leur corrida. Il y a aussi les Russes. Mais les nouvelles venues de Moscou sont inquiétantes. Le 17 mars 1917, on annonce l'abdication du tsar Nicolas II. Il se retire bientôt et le socialiste Alexandre Kerensky prend le pouvoir pour peu de temps. Un immense espoir surgit à l'Est, malgré les inquiétudes nées des mutineries de l'armée et de la cessation de tout combat sur le front russe. On montre les premières images de cet étonnant événement, l'instauration de la démocratie en Russie et l'organisation des premières élections libres.
Mais on est sans nouvelles du corps expéditionnaire français envoyé là-bas et dont les dernières images reçues montrent la fraternisation franco-russe. Nul ne sait encore qu'ici, dans cette tranquille ville de Berne, dans cette Suisse miraculeusement à l'abri de la déflagration générale, un petit homme se prépare à bouleverser l'histoire du monde. Un certain Vladimir Ulyanov, dit Lénine. Tandis qu'à Genève s'est retiré Romain Rolland, le pacifiste. Dans une troisième ville de Suisse, à Zurich, un certain Tristan Tzara et ses amis ont lancé au Café Voltaire une idée qui ne va pas tarder à bouleverser la littérature et la culture mondiale. Une idée qui porte pour titre un bredouillis enfantin, Dada. Très loin de l'Europe, au pied du Fujiyama, le Japon, sous l'influence de son empereur Meiji, est entré dans l'ère moderne et commence à vivre à l'occidental. Y compris dans des usines où là aussi travaillent des femmes. Et puis, il y a les pôles. Ces pôles dont la découverte a passionné le début du siècle et qui continuent de fasciner quelques hommes pour qui les terres inexplorées constituent la grande aventure. Le plus grand d'entre eux, Roald Amundsen, vient de survoler le pôle Sud où il est parvenu le premier à bord d'un hydravion. Son concurrent malheureux, Robert Scott, mort dans les glaces en 1913, est honoré par un monument qui lui est dédié. Jean Charcot et le commandant Evans, le second de Scott, rescapé, président à la cérémonie sous le drapeau français et le drapeau britannique. Toujours à la recherche des mystères de l'inconscient, Sigmund Freud voit son influence s'étendre dans le monde entier. Et c'est toute la connaissance de l'homme qui s'en trouvera bouleversée. Pour l'heure, triomphent les sentiments simples, comme la générosité qui se manifeste par des souscriptions aux emprunts de guerre, ou bien le patriotisme, symbolisé par des cocardes confectionnées par des couturières. Ces mêmes couturières déclenchent en mai 1917 une grève qui fera date. Le mouvement s'étendra aux femmes travaillant dans les usines. C'est le moment où tout peut basculer. C'est le moment où les grandes affaires de trahison surgissent, comme celle de Mata Hari. Et le cinéma puise dans cette actualité pour raconter l'histoire de ces espionnes et l'identité changeante qui subtilise des dossiers confidentiels dans la serviette d'un ministre. À l'automne de 1917, on arrête des hommes soupçonnés de vouloir la paix avec l'Allemagne. Les jusqu'au-boutistes, eux, défilent dans la rue et réclament des têtes. Le haut clergé appelle à la guerre sainte au nom de ces millions de morts qui reposent déjà dans ces immenses cimetières et dont des cortèges de femmes et d'enfants fleurissent à chaque anniversaire de bataille, les croix, souvent anonymes. Parfois, un drapeau est planté et le théâtre reprend ses scènes, toujours au nom du patriotisme. Les tombes des soldats étrangers ne sont pas oubliées. Un général français s'incline, en pleine campagne, devant la tombe du fils de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt.
L'Alsace est l'objet de toute la ferveur nationale. Et la tombe de Paul Déroulède, qui prêchait la revanche, est ornée d'un poteau frontière allemand. Des millions d'hommes font la guerre et meurent en héros. Des régions entières se transforment en paysages d'apocalypse. Et lorsque le conflit s'achève en 1918, 8,5 millions de soldats sont morts, sans compter les pertes civiles. Parmi les survivants, des centaines de milliers de blessés, de gazés, de mutilés. Chacun d'eux devra réapprendre à vivre.